permettre aux hommes de communiquer par-delà les distances. Inventer quelque chose de totalement nouveau. Telle est l'ambition d'un tout jeune homme, professeur de physiologie vocale. Il veut transmettre la parole à distance grâce à un nouvel appareil et développe un procédé qui nous accompagne au quotidien. Il travaille jour et nuit à son projet, qui ne suscite que scepticisme. Confronté aux attaques de puissants concurrents, il se battra pour la femme qu'il aime et défendra bec et ongle son invention face aux plus grands ingénieurs de son temps. Alexander Graham Bell et l'invention du téléphone. Aujourd'hui, pouvoir téléphoner à toute heure du jour et de la nuit à l'autre bout du monde est une évidence. Des flux de données relient les quatre coins du globe en quelques millisecondes. À une époque relativement récente, pourtant, cette technologie familière relevait encore de l'utopie. Tout commence au XIXe siècle. New York, 1879. Un procès retentissant entre dans sa phase critique. Un témoignage est attendu avec impatience. Celui d'un modeste professeur pour sourds-muets. Je m'y engage solennellement devant Dieu. Alexander Graham Bell est accusé par l'inventeur Elisha Gray et la puissante compagnie de télégraphe Western Union d'avoir volé leur invention. Le tribunal doit déterminer qui est le véritable inventeur du téléphone. Quelques années auparavant, le télégraphe a révolutionné les télécommunications. Mais il a vite atteint ses limites. En effet, il ne peut transmettre qu'un seul message en même temps sur un seul fil électrique. La demande de lignes télégraphiques ne cesse d'augmenter. Le prix des câbles en cuivre explose. La Western Union détient alors le monopole du télégraphe aux États-Unis. Chaque jour, 30 000 télégrammes sont expédiés de ses bureaux. Elle réalise des bénéfices colossaux, mais cherche encore le moyen de monter en puissance. Si l'on était arrivé à envoyer 2, 4 ou 8 télégrammes en même temps, cela aurait été autrement plus rentable et les bénéfices auraient fait un bond phénoménal. La Western Union avait tout à gagner à améliorer le système. Les plus grands inventeurs relèvent le défi. Thomas Edison invente un télégraphe duplex capable de transmettre 2 dépêches dans chaque sens sur la même ligne. Mais la Western Union vise encore plus haut. C'est alors que Bell décide d'entrer dans la course. Tout son argent passe dans des expérimentations. Il est persuadé qu'il est possible d'envoyer plusieurs messages simultanément sur différentes fréquences. Son intérêt pour les communications vient de son histoire familiale. Écosse, 1855. Bell est sensibilisé très jeune au problème de la surdité. Chaque jour, pendant des heures, il joue du piano pour sa mère qui est presque sourde. Madame Bell a du mal à suivre une conversation. Pourtant, elle parvient à entendre la musique que lui joue son fils. Son père s'y est essayé avant lui. Il a conçu un système phonétique, la parole visible, qui utilise un alphabet visuel de symboles montrant comment placer les lèvres, la langue et la gorge pour produire certains sons. Sa famille a joué un rôle capital dans le développement de Graham Bell. Elle a façonné ses valeurs, son caractère, a influencé son parcours. Dans cette famille, on pensait qu'il fallait faire des études, mettre ses connaissances au service de la société et œuvrer pour un monde meilleur.
Contrairement à d'autres inventeurs de sa génération, Bell était profondément altruiste. En 1870, la famille émigre aux États-Unis. L'amélioration du télégraphe mobilise les chercheurs de l'époque et Bell, alors âgé de 24 ans, décide lui aussi d'apporter sa contribution. Il commence par trouver un emploi de professeur de diction pour enfants sourds-muets. À cette époque, les enfants sourds sont souvent considérés comme des malades mentaux et envoyés dans un sanatorium. Bell développe de nouvelles méthodes pédagogiques qui, par ailleurs, lui font entrevoir une nouvelle forme de transmission de l'information. Bell incite les enfants à sentir les vibrations de sa voix retransmises par un ballon. Selon le timbre de la voix, le ballon vibre plus ou moins. Pour les enfants, c'est une expérience merveilleuse. Bell, de son côté, se demande si on ne pourrait pas transmettre les vibrations de la voix via un fil. Il menait presque une double vie. Le jour, il exerçait un métier épuisant qui consistait à enseigner à de jeunes enfants et à l'université. La nuit, il redevenait cet inventeur qui cherche l'idée géniale qui fera de lui un homme établi. À Chicago, un autre homme est bien décidé à être le premier à proposer l'innovation tant attendue. Il s'agit de l'inventeur Elisha Gray, spécialiste de la télégraphie. Il charge des dizaines d'employés d'étudier la question. C'est le début d'une course implacable. Car Gray a eu la même idée que Bell, utiliser différentes fréquences pour envoyer plusieurs dépêches en même temps. Aujourd'hui, la fibre optique a remplacé le fil de cuivre. L'information est transmise par des impulsions lumineuses et non plus électriques. Un système qui repose sur les découvertes de Bell et sur celles de Gray. Chaque signal possède une fréquence qui lui est propre. Si on envoie plusieurs fréquences par une fibre optique, les signaux ne se mélangent pas. À l'arrivée, des récepteurs les décodent séparément. La lumière permet donc la transmission simultanée d'un grand nombre d'informations. Si on compare la fibre optique avec le fil de cuivre ou avec la transmission par l'air, la fibre optique est le matériau qui offre la bande passante la plus large. Elle est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Les signaux électriques vont peu à peu disparaître au profit des signaux lumineux. Or, 90% des foyers sont raccordés au réseau de fibre optique via des câbles classiques. Chaque message doit donc être converti en impulsion lumineuse, ce qui est coûteux. Dans le laboratoire de recherche Bell à Nuremberg, en Allemagne, on teste de nouvelles méthodes de conversion de signal. Jusqu'à présent, les outils les plus efficaces sont des processeurs ultra performants. Chaque signal est amplifié grâce à une de ces puces. Ces processeurs servent aussi à amplifier les messages dans le réseau de fibre optique ou à les acheminer jusqu'à un autre réseau. Pour remplacer ce processus compliqué, les chercheurs expérimentent l'utilisation de miroirs. Mesurant moins d'1 millimètre, ceux-ci transmettent la lumière directement sans transformation. Cette technologie permettra de traiter un volume de données en constante expansion. Qui aurait cru qu'un portable servirait non seulement à téléphoner, mais aussi à envoyer des photos ou à regarder la télévision? Qui aurait cru qu'on pourrait téléphoner depuis un ordinateur? Il y a une convergence à tous les niveaux. Réseaux, services, terminaux. Et il faut gérer cela. Au final, il y a un gros réseau, une grosse industrie des télécommunications qui doivent fonctionner ensemble. C'est cela le défi. Ces miroirs microscopiques sont animés d'un mouvement purement mécanique et pourrait être une partie de la solution. Chaque fibre optique peut en effet transporter simultanément des centaines de milliers de signaux. Et cette technologie moderne s'inspire des recherches de Bell. En 1873, le multiplexage n'est pas encore d'actualité. Bell se demande comment remporter la bataille contre Gray lorsqu'il rencontre Gardiner Hubbard. Cet avocat spécialiste de la propriété intellectuelle a entendu parler des qualités pédagogiques de Bell. À Boston, tout le monde connaît Hubbard.
Il mène une campagne virulente contre le monopole de la Western Union. Hubbard engage Bell comme professeur de sa fille sourde-muette, Mabel, qui a perdu l'ouïe à l'âge de 5 ans à la suite d'une scarlatine. Aucun médecin ni aucun professeur n'a encore pu l'aider. Elle a 17 ans lorsque Bell la prend en charge. Bell va pouvoir compter sur un revenu fixe, bien utile pour mener ses expériences. Très vite, Bell tombe amoureux de la jeune femme qui lui rappelle sa mère. Mais il doute de jamais pouvoir la conquérir. Elle est son élève et surtout, elle vient d'une excellente famille. Et Bell n'a pas un sou en poche. Alexander Graham Bell était passionné par sa recherche. Il avait ses bons jours où il débordait d'enthousiasme et ses mauvais jours où il était totalement abattu. Mais son amour pour Mabel décuplait son énergie et alimentait sa rage de réussir, de faire quelque chose de sa vie. Été 1874, Bell rend visite à ses parents. Il a besoin de reprendre des forces pour affronter Gray. C'est là que lui vient l'idée qui servira de fil conducteur à sa vie tout entière. Il la teste pour la première fois dans la grange de ses parents. S'il est possible d'envoyer du morse à travers un câble télégraphique, pourquoi pas la voix humaine? Première étape, convertir la parole en impulsion électrique. Or, la ferme de ses parents n'a pas l'électricité. Bell tente alors une expérience singulière. Un ami médecin lui a envoyé l'oreille d'un mort. Bell a fixé sur le tympan un stylo, dont l'extrémité est en contact avec une plaque de verre recouverte de suie. Peut-être que des mots ou des ondes sonores seront assez forts pour faire bouger le stylo et dessiner un schéma sur la plaque de verre. Effectivement, le stylo se met lentement à bouger. Bell a réussi à convertir un son en mouvement. Mais la finalité de ce premier oscillogramme lui échappe. Ce n'est que beaucoup plus tard que des criminologues en saisiront tout l'intérêt. Les analystes du langage de l'Office allemand de police criminelle ont une mission spéciale. Depuis quelques jours, un correspondant anonyme menace un grand aéroport allemand. Le seul élément dont dispose la police est un échantillon de sa voix. Ja, hallo. Das ist Bombendrohung. Ab 12 Uhr dürfen den Flughafen Düsseldorf keine Flugzeuge fliegen. L'aéroport a déjà dû être fermé une fois. Une catastrophe pour les autorités aériennes. Il faut arrêter cet homme au plus vite. Chaque mot est disséqué. Une seule phrase suffit à déterminer l'origine et le niveau d'instruction du locuteur. Des indices infimes qui permettront néanmoins, quelques jours plus tard, d'arrêter le coupable. Après avoir quitté la ferme familiale, Bell laisse de côté l'oscillogramme, qui ne lui sert à rien. Il préfère se concentrer sur l'amélioration du télégraphe, qui, croit-il, lui apportera plus de succès, d'argent et de célébrité. Le hasard va lui donner un coup de pouce. Un jour, Hubbard surprend Bell en train d'expliquer son projet de télégraphie multiple à Mabel. Sa curiosité est piquée. Je me demande bien ce que vous faites. Vous parlez de télégraphie multiple ? Oui, j'expliquais que chaque transmission pouvait avoir sa propre fréquence, comme chaque note d'une mélodie. C'est comparable à la vibration d'une corde de piano. Bell veut transmettre des dizaines de sons en même temps, comme s'il jouait du piano. Hubbard y voit un moyen possible de rompre le monopole de la Western Union. Asseyez-vous, je vous en prie. Cela vaudrait la peine de financer les recherches de Bell. Votre idée me semble très intéressante, jeune homme. J'aimerais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Alors voilà.
Lorsque Bell lui décrit son idée de transmettre plusieurs messages sur un seul fil télégraphique, en affectant à chaque signal une fréquence particulière, Hubbard est stupéfait. Il commence à voir ce jeune homme timide et dynamique sous un nouveau jour. Jusqu'à présent, ce n'était qu'un prétendant à la main de sa fille parmi d'autres. Mais maintenant, il pourrait être son partenaire dans sa lutte contre le monopole de la Western Union sur l'industrie télégraphique en Amérique. L'invention de Bell est peut-être l'occasion que Hubbard attend. Hélas, Elisha Gray invite dans son laboratoire de Chicago les journalistes des principaux quotidiens nationaux. Il leur annonce qu'il a réussi à envoyer simultanément 8 messages. Il s'apprête d'ailleurs à déposer un brevet. Gray invite les journalistes à jouer les télégraphistes. Conquis, il rédige plusieurs articles élogieux disant que Gray et sa machine vont révolutionner la télégraphie de façon radicale. En lisant un de ces articles, Hubbard n'a pas une seconde d'hésitation. Il se rend à l'office des brevets à Washington pour y déposer les documents de Bell. Il est certain d'avoir pris Gray de vitesse. Mais alors que l'employé analyse le dossier de Bell, il s'arrête net. N'a-t-il pas vu un dossier similaire il y a quelques jours sur son bureau ? Pour l'attribution d'un brevet, la primauté de l'idée compte plus que la date de dépôt. Et Gray a déposé une demande très ressemblante. Dès qu'il apprend la précarité de la situation, Bell part pour New York où se trouve le siège social de la Western Union. Il espère les intéresser avec son projet, même sans brevet. Il y est allé en pensant qu'il allait gagner de l'argent. Mais il aurait dû savoir qu'il mettait les pieds dans un environnement très concurrentiel. Il aurait dû surveiller ses arrières. Il ne savait jamais qui était son allié et qui était son ennemi. Hubbard l'a pourtant mis en garde. La Western Union va le spolier, lui, le petit inventeur. Mais Bell fait la sourde oreille. Dans les bureaux de la Western Union, Bell est cordialement accueilli. Il se dit que les directeurs et les ingénieurs de la société ont sûrement entendu parler de lui et qu'ils sont enthousiasmés par sa machine. Sauf qu'ils ont d'autres projets. Ils savent que Bell travaille avec Hubbard, leur ennemi juré, et n'ont aucune intention de lui verser le moindre dollar. Bell se laisse docilement interroger. Ses interlocuteurs ne s'engagent pas et cherchent à gagner du temps. Dans quelques heures, ils lui donneront une réponse négative. Mais d'ici là, les ingénieurs de la société auront eu le temps de décortiquer la machine. Et c'est sans le moindre scrupule qu'ils en livreront les secrets à leur nouvel associé, Elisha Gray. Gray fait de sa rivalité avec Bell une affaire personnelle. Comment ? Un amateur qui ose se mesurer à lui ? Gray a reçu par ailleurs les plans d'un appareil que son inventeur, l'Allemand Philipp Reis, nomme téléphone, et qui est censé transmettre la parole humaine. Il les met dans un coin, considérant cette invention comme un simple gadget. Grossière erreur. Plus de 130 ans plus tard, les archives de la fondation du Musée allemand de la Poste et des télécommunications rassemblent plus de 300 000 pièces de collection. Un des rares téléphones de Philipp Reis est conservé ici. Il n'en existe plus qu'une demi-douzaine d'exemplaires dans le monde. Leur valeur est inestimable.
Leur mode de fonctionnement est simple. On parle dans une embouchure et les ondes sonores émises font vibrer un diaphragme en boyau de porc qui constitue l'élément de base du téléphone. Ce diaphragme est relié à un circuit électrique dont la tension varie en fonction de la vibration de la membrane. Transmise au récepteur, cette variation de tension alimente un bobinage qui fait vibrer une caisse de résonance. Les chevaux ne mangent pas de salade de concombre, serait la première phrase transmise par le téléphone de Rice. Un fait controversé dans les milieux autorisés. Rien ne prouve que le téléphone de Rice pouvait transmettre la parole de façon continue et compréhensible. Ce qui est prouvé, c'est qu'il pouvait transmettre certains sons musicaux. Mais la voix humaine est un peu plus difficile à convertir en impulsion électrique, vu qu'il s'agit de sons articulés. Rice n'y est jamais parvenu. Ce qui, pour Rice, était une impasse technique, deviendra pour Bell un puissant instrument dans son combat contre la Western Union. Entre-temps, Bell a engagé le technicien Thomas Watson pour l'assister. Grâce à lui, il va perfectionner son télégraphe multiple et gagner la guerre du brevet contre Gray. Mais des courts-circuits surviennent régulièrement. Bell doute d'atteindre jamais son but. Soudain, il entend un bruit étrange dans le récepteur. Watson a tapé du doigt sur une feuille de morse, ce qui a produit une impulsion électrique. Si des bruits peuvent générer un signal électrique, la parole doit pouvoir faire de même. La télétransmission entre dans sa phase moderne. Actuellement, le volume des données double en l'espace de seulement quelques années. Comment transmettre toutes ces données de manière fiable? Dans le laboratoire Bell, on s'apprête à faire une expérience insolite. Les chercheurs veulent pousser le réseau de téléphonie mobile jusqu'à ses limites pour déterminer son seuil de saturation. Le réseau mobile d'une grande ville a été simulé spécialement pour cette expérience. Des appels de portable sont envoyés sans discontinuer. De plus, un ordinateur en multiplie artificiellement le nombre. Cette expérience fournira de précieux renseignements concernant le développement des futurs matériels et logiciels. Pour l'instant, le réseau achemine tous les appels. Augmentons encore leur nombre. À 230 000 connexions, le réseau arrive à saturation et s'écroule. Comme les coupures de courant, les coupures de réseau peuvent paralyser des régions entières. « 1875. Après sa spectaculaire découverte, Bell a fabriqué son premier prototype de téléphone en une semaine. Il organise une démonstration pour convaincre son bienfaiteur de son efficacité. Je vais vous demander de placer l'écouteur contre votre oreille. Merci. Comme avec le téléphone de Rice, seules des bribes de mots sont audibles. Bell est encore loin de pouvoir transmettre des propos compréhensibles. C'est quoi cette plaisanterie? Vous appelez ça de la télégraphie? Je vous rappelle que je vous paie pour développer un nouveau télégraphe, pas un jouet. Mais attendez, cet appareil pourrait transmettre la voix humaine. Laissez-moi vous expliquer. Épargnez-moi vos cendres. Écoutez, monsieur Hubbard. Non, vous, écoutez-moi. Je suis en train de fabriquer un appareil Sachez que je n'ai pas pour habitude de jeter l'argent par les fenêtres. Je souhaite que vous terminiez ce projet de nouveau télégraphe comme convenu. Et je préfère vous prévenir que si vous n'y arrivez pas, votre projet de mariage avec ma fille sera annulé. Voilà Bell confronté au dilemme de sa vie.
La Bibliothèque du Congrès à Washington. Créée il y a 200 ans, elle est aujourd'hui la plus grande bibliothèque du monde. Ses archives abritent des millions d'ouvrages en 460 langues, des films, des documents sonores et les cahiers d'Alexander Graham Bell. Dans ses notes, il décrit minutieusement ses expériences. Leur contenu montre clairement la décision qu'il a prise jadis. Il a poursuivi ses travaux sur la télégraphie par amour pour Mabel. Mais 3 jours par semaine, les pages des cahiers sont remplies de notes sur des expériences touchant le téléphone. Bell n'était pas prêt à renoncer tout à fait à son autre passion. Jour après jour, il consigne ses progrès et ses échecs. On retrouve divers éléments et dessins qui lui ont permis d'avancer et qui, par la suite, revêtiront une importance capitale pour lui. On trouve aussi un dessin qui illustre la façon dont Bell pensait résoudre le problème de la transmission de la parole. Un jalon dans l'histoire des télécommunications. Les ondes sonores de la voix frappent une membrane et la font vibrer dans le champ d'une bobine aimantée. Un courant électrique proportionnel aux oscillations de la membrane est ainsi généré. Il se propage ensuite jusqu'au récepteur, où un procédé analogue reproduit le son d'origine. « 1875. Bell travaille sans relâche toutes les nuits à réaliser ce processus, qui n'existe pour l'instant que sur le papier. Il ne s'accorde guère plus de 3 heures de sommeil. Les gens croyaient vraiment que c'était une idée de fou, qu'un bout de métal puisse capter la voix humaine, la transporter le long d'un câble, puis la restituer à l'autre bout. C'était totalement fantaisiste. Bell a expliqué à certains des résidents de la pension où il logeait qu'il voulait transmettre la voix à travers un fil. Et il a surpris des regards qui semblaient dire « Il ne tourne pas rond, celui-là ». Mabel se fait du souci pour la santé de Bell. Il ne devrait pas travailler 24 heures sur 24. Elle lui propose de faire une promenade. Il refuse. Il sent qu'il touche au but et a une idée fixe. Convaincre le père de la jeune femme de l'intérêt de son téléphone. D'un autre côté, il travaille aussi pour leur avenir commun. Un jour de repos ne pourra pas faire de mal. Hubbard apprend par des amis avocats que l'Office des brevets est en pleine effervescence. Quelqu'un se donne apparemment beaucoup de mal pour découvrir si le téléphone a déjà fait l'objet d'un dépôt de brevet. Par ailleurs, des visiteurs s'introduisent une nuit dans le laboratoire de Bell et y dérobent des documents. Hubbard a-t-il sous-estimé l'importance de l'invention de Bell? Il ne peut faire que des suppositions quant à l'identité du commanditaire de cet espionnage. J'ai une mission spéciale à vous confier. Quelque temps après, à Chicago. Les travaux en cours sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. Ce nouveau projet est absolument prioritaire. Je veux que vous mettiez au point dans les plus brefs délais un appareil capable de transmettre la parole. Un téléphone. Un téléphone? Mais comment ça pourrait fonctionner? Vous voudriez transmettre la parole le long d'un fil? C'est impossible, enfin. Ne dites pas ça, rien n'est impossible. À partir de maintenant, nous allons concentrer tous nos efforts sur ce projet et nous allons tout mettre en œuvre pour le faire. Les ingénieurs démarrent de zéro, mais ils ne doutent pas de bientôt supplanter Bell. À mon avis, il faut s'inspirer de ce principe et développer de nouvelles idées. En février 1876, Hubbard décide secrètement, et sans en aviser Bell, de déposer une demande de brevet pour son téléphone.
Une initiative bien inspirée. Car quelques heures plus tard, Gray dépose une demande pour la même invention. L'employé est stupéfait. C'est un cas de figure inédit. D'ailleurs, n'existe-t-il pas déjà depuis plusieurs années un brevet sur un téléphone ? L'employé retrouve le dossier d'un Italien, un certain Antonio Meucci. À cette époque, le quartier de Little Italy à New York accueille des centaines de milliers d'immigrants italiens venus vivre le rêve américain. C'est là qu'habite Antonio Meucci, modeste inventeur et fabricant de décors. Son atelier se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble. Afin de pouvoir communiquer avec sa femme alitée dans une chambre au 3e étage, il met au point en 1854 un appareil qu'il baptise télétrophone. Il obtient un brevet pour la somme de $10. Mais il ne trouvera jamais les ressources financières pour développer son invention. Le brevet de Meucci étant expiré depuis 1874, plus rien ne s'oppose à sa nouvelle attribution. Mais qui, de Bell ou de Gray, est en droit d'y prétendre ? Chacun sait que Gray et Bell ont déposé le brevet de leur invention à l'Office des brevets le même jour. C'est un fait connu. Mais cela ne présente pas le moindre intérêt, dans la mesure où Gray a déposé un avis de brevet, c'est-à-dire une intention, alors que Bell a déposé le concept. L'après-midi de son 29e anniversaire, le 3 mars 1876, Bell reçoit le plus beau cadeau de sa vie. Le brevet sur l'invention du téléphone lui a été accordé. Mais tant que l'appareil n'est pas au point, le brevet n'est qu'un morceau de papier sans valeur. Bell et Watson refont une expérience. Ils doivent à tout prix le faire fonctionner, et rapidement. Watson se place côté récepteur, tandis que Bell parle dans la pièce voisine. Monsieur Watson, venez me rejoindre ici, j'ai besoin de votre aide. Aucune réaction. Monsieur Watson, venez me rejoindre ici, j'ai besoin de votre aide. Encore un nouvel échec ? Watson a entendu la phrase. Non, si j'ai entendu ça. Ce 10 mars 1876, le premier appel téléphonique de l'histoire a eu lieu. Aujourd'hui, tout le monde téléphone n'importe où dans le monde, depuis un appareil fixe ou mobile. On trouve aussi normal de surfer dans le monde entier grâce à l'ordinateur portable, de faire des recherches, d'envoyer des emails. Les hommes se rapprochent et c'est une composante essentielle de la mondialisation. Mais ce qui est intéressant, c'est le défi technique. C'est ce qui se passe derrière la prise ou dans l'air quand on téléphone d'un portable. Si par exemple un New-Yorkais compose un numéro de portable à Tokyo, on vérifie d'abord que le portable peut être joint. Le signal transite par une base relais à New York avant d'être injecté dans le réseau mondial, puis traverse le continent américain et voyage à travers des câbles posés au fond de l'océan Pacifique jusqu'en Extrême-Orient. Plus d'une dizaine de câbles coaxiaux sont installés rien que dans le Pacifique. Et le réseau s'étend régulièrement. Ce câble peut transmettre 1000 gigaoctets par seconde, soit l'équivalent de 62 millions d'appels téléphoniques. Ce ne sont pas des satellites, mais des câbles en fibre optique quadrillant toute la planète qui constituent l'épine dorsale de nos télécommunications. Grâce à eux, le New-Yorkais peut joindre son correspondant à Tokyo. Si le portable de ce dernier est allumé, la centrale renvoie une confirmation et la connexion est établie. L'opération ne dure que quelques millisecondes. Chaque seconde, 10 millions de connexions sont établies simultanément dans le monde. Et la qualité du signal est telle qu'on a l'impression d'être dans la pièce d'à côté.
Dans le laboratoire d'un fabricant de microphones à Berlin, on prépare une expérience. Un téléphone de Bell, vieux de 130 ans, va être réactivé et ses qualités acoustiques de signal comparées avec celles des téléphones portables d'aujourd'hui. L'aimant d'origine ayant perdu ses propriétés avec le temps, de nouveaux aimants sont installés pour ressusciter l'ancêtre de nos téléphones. Cette pièce insonorisée sert d'ordinaire à tester des microphones high-tech. Les chercheurs sont persuadés que l'appareil de Bell ne peut rivaliser avec un téléphone moderne. L'appareil est placé juste en face d'un haut-parleur qui va émettre des sons de différentes fréquences. L'expérience peut commencer. Au début, l'appareil reste muet. Mais peu après... Le téléphone de Bell réceptionne et transmet les sons. Il reste à tester la qualité de la transmission. Pour cela, on la compare avec celle d'un téléphone équipé d'un micro-casque. Là encore, on envoie des fréquences de 40 à 20 000 Hz dans le haut-parleur et on enregistre les signaux reçus et transmis par le micro-casque. Les courbes de réponse des deux appareils sont ensuite superposées. La ressemblance est incroyable. Dans les fréquences correspondantes à la voix humaine, la courbe bleue de l'appareil de Bell indique même une meilleure qualité que la courbe rouge du téléphone moderne. Le premier motif de satisfaction a été de voir qu'un appareil vieux de 130 ans fonctionnait encore. Les courbes de fréquence étaient très modulées et d'une qualité exceptionnelle. C'était vraiment incroyable. Bien sûr, nous l'avons un peu aidé, nous l'avons nettoyé, nous avons réactivé de très vieux contacts. Mais la transmission a donné d'excellents résultats. Et sur une petite plage de fréquences, on a même obtenu de meilleurs résultats qu'avec un microphone moderne. L'exposition universelle de Philadelphie en 1876. Les États-Unis fêtent le centenaire de leur indépendance. Pour Bell, ce serait le tremplin idéal pour présenter son invention en public. 9 millions de visiteurs du monde entier sont attendus. Parmi les curiosités, l'avant-bras portant la torche de la future Statue de la Liberté. Mais Bell refuse de participer. Son téléphone sera ridicule à côté de toutes ses œuvres monumentales. Mabel lui rétorque qu'un jury décernera une médaille à l'invention la plus utile. Bell campe sur ses positions. Mabel lui lance alors un ultimatum. Mabel était une jeune femme intelligente. Elle a compris qu'il fallait saisir l'occasion. Elle lui a montré les billets en disant « Alec, tu viens avec moi. Tu vas prendre ce train pour Philadelphie ou je ne t'épouse pas. » Présenté comme ça, il n'avait pas le choix. Pendant la délibération du jury, l'exposition est fermée au public. Elisha Gray est le favori. Lorsqu'il est présenté à l'empereur du Brésil, il croit avoir gagné. Bell a déjà rencontré brièvement l'empereur, mais ce dernier, comme tous les autres, n'a Dieu que pour la démonstration de Gray. Alors que le jury s'apprête à quitter la salle sans même avoir jeté un coup d'œil sur son téléphone, Bell voit sa dernière chance s'envoler. C'est alors que l'empereur le reconnaît. Il a récemment visité un institut pour enfants sourds-muets et a été très impressionné par ses qualités d'enseignant. Eh bien, poursuivons la visite. Monsieur Bell a sûrement une invention intéressante. Dites-nous à quoi sert cette drôle de boîte. À transmettre la parole.
À transmettre la parole, vraiment. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Approchez l'écouteur de votre oreille, s'il vous plaît. Je vais vous faire une démonstration. Juste un instant. Accordez-moi votre attention. Cet appareil s'appelle un téléphone. Il peut transmettre la parole d'un point à un autre sur un fil. Vous comprenez ce que je dis? Étonnant. Cet appareil est un Ce jeune homme est brillant. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Excusez-moi, je reviens. Lord Kelvin veut une nouvelle démonstration afin d'exclure toute supercherie. Alors je veux entendre autre chose. Par exemple, une phrase qui vient d'un grand classique. Oui, une phrase de Shakespeare. Messieurs, nous allons faire un nouveau test. Être ou ne pas être. Là est la question. Cet appareil fonctionne. C'est stupéfiant. C'est vrai. Vous voulez essayer, Majesté? Être ou ne pas être. J'entends sa voix. C'est absolument fantastique. C'était bien sa voix, Tenez, Majesté. essayez vous-même. J'aimerais bien savoir. Ah, monsieur Bell, venez vite nous rejoindre. À l'unanimité, le jury décerne la médaille à Bell. Par la suite, Bell fut invité dans tous les congrès scientifiques. Il donna de nombreuses conférences. Il fut même invité par les compagnies du télégraphe pour faire des démonstrations. On parlait beaucoup de lui dans la presse. Du jour au lendemain, il est passé du statut de modeste inventeur inconnu à celui de célébrité nationale, voire mondiale. La presse encense d'abord son invention. Puis paraissent des articles critiques. La Western Union lance des rumeurs selon lesquelles le téléphone rendrait malade et qu'il serait un espion qui transmettrait tous les messages à des tiers. Le spectre de Big Brother s'est pourtant matérialisé de nos jours. À Manwith Hill, au Royaume-Uni, se trouve l'une des plus importantes des 120 stations d'écoute du réseau mondial d'interception des communications, le réseau Echelon. Ce système de surveillance est notamment utilisé dans la lutte antiterroriste. Il est programmé pour repérer certaines adresses destinataires, certains mots, voire certaines voix. Des supercalculateurs passent ainsi au crible en temps réel quantité d'informations transitant par le réseau téléphonique mondial et l'Internet. Le siège de la NSA, la Sécurité nationale des États-Unis, près de Washington, emploie à lui seul plus de 28 000 personnes chargées des écoutes. Bell part en tournée dans tout le pays pour donner des conférences et présenter son invention. Partout, le public est fasciné. À chacune de ses apparitions, Bell récolte un tonnerre d'applaudissements. Après la reconnaissance de ses pairs, il reçoit celle de l'homme de la rue. Au début, il pensait qu'il gagnerait sa vie en sillonnant le pays et en faisant des démonstrations payantes de son téléphone. Avec ses premiers gains, il est allé chez un bijoutier faire fabriquer une maquette en argent du téléphone qu'il a offerte à Mabel. Plus tard, elle dira que c'était la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais possédée. Un merveilleux souvenir acheté avec le premier argent gagné grâce au téléphone. Le père de Mabel donne son consentement pour le mariage. Le succès de Bell a fait oublier ses travaux inachevés sur la télégraphie. Son téléphone connaît un succès retentissant. Bell et Hubbard fondent une société qui ne vend pas l'appareil, mais le loue. Ainsi, ils contrôlent l'industrie du téléphone et l'argent rentre régulièrement dans les caisses. Les bureaux du télégraphe, qui autrefois ne désemplissaient pas, font les frais de cette nouvelle concurrence. Beaucoup de télégraphistes craignent de se retrouver au chômage. La Western Union doit absolument réagir. Il en va de la survie de l'entreprise. Elisha Gray a toujours sur le cœur sa défaite à l'exposition de Philadelphie. Avec le soutien de la Western Union, il met sur pied un plan qui lui permettra de s'approprier le marché très lucratif du téléphone. Un plan déloyal. Ensemble, ils fondent leur propre compagnie du téléphone. Quelques jours plus tard,
les premiers appareils de la Western Union sont vendus dans tout le pays. Bell détient le brevet du téléphone, qu'à cela ne tienne. Gray et la Western Union affirment froidement que Bell a volé l'idée de Gray. Aujourd'hui, le nom de Bell nous évoque un immense monopole. Mais à cette époque, c'était David contre Goliath. Sa société était minuscule. La Western Union avait les câbles, les employés, toute l'infrastructure. Rien que le cuivre utilisé pour les câbles coûtait une fortune. La Western Union l'a vite écrasé. Bell saisit la justice, mais le procès tourne en sa défaveur. Sa dernière chance est de fournir un témoignage convaincant. Les avocats de la Western Union se sont bien préparés. Ils sont persuadés que Bell n'a aucune preuve de ce qu'il avance. L'audition commence. Bell est interrogé durant 7 heures. Il doit endurer les calomnies et l'accusation de vol. L'avocat de la défense décrit l'histoire de Bell comme un joli conte de fées bien loin de la réalité. Mais Bell avait anticipé cet argument. Il a apporté son journal et sa correspondance. Ces documents, aujourd'hui conservés à la bibliothèque du Congrès, décrivent dans les moindres détails la genèse de son invention. Ils ont passé facilement 1 ou 2 ans à rassembler tous ces documents. Quand elle a vu cela, la Western Union a décidé de ne pas poursuivre le procès et a proposé un règlement à l'amiable. Pourtant, la paternité de l'invention du téléphone reste contestée. En 2001, la Chambre des représentants américaine a officiellement rendu hommage à Antonio Meucci pour l'invention de son télétrophone. D'aucuns vont même jusqu'à accuser Bell d'avoir volé l'idée de Meucci. Car Bell s'était trouvé dans le laboratoire de la Western Union où était entreposé le téléphone de Meucci. En admettant que Bell ait vu l'appareil de Meucci quand il était à la Western Union, je ne vois pas ce que ça change. Bell avait déjà une idée très précise quant à la façon de procéder. L'appareil de Meucci était intéressant, mais il n'a pas joué un rôle primordial dans le développement de son téléphone. En revanche, nul ne conteste le rôle de Bell dans l'essor fulgurant du téléphone. Lorsque la Western Union est contrainte de se retirer du secteur, la Bell Telephone Company contrôle seule le marché florissant du téléphone. Le téléphone abolit l'espace et rapproche les hommes. Il inaugure l'entrée dans l'ère de la mondialisation. Mais Bell se désintéresse rapidement du téléphone. En 1879, il quitte la compagnie. Lui a inventé l'appareil, que d'autres se chargent de le commercialiser. On dit parfois que Bell détestait le téléphone et qu'il en avait même débarrassé son propre bureau. Moi, je crois qu'il était très fier de son invention, même s'il n'en voulait pas dans son bureau parce qu'il n'aimait pas être interrompu dans son travail. Bell émigre au Canada et se consacre à de nouveaux projets. Il travaille une grande partie de la nuit et se lève tard. L'aéronautique le passionne. Il conçoit un cerf-volant capable de transporter une personne. Alexander Graham Bell est un pionnier oublié de l'aviation. Sa famille est grande désormais. Elle lui inspire sans cesse de nouvelles expériences. Il construit le premier hydroptère de l'histoire et le teste sur le lac devant sa maison. Il établira un record de vitesse à 110 km/h. Jusqu'à sa mort en 1922, il gardera une passion pour l'invention.
Il la considère comme une fenêtre sur un avenir meilleur. Son plus grand regret sera de ne pas avoir inventé un appareil facilitant la compréhension des sourds-muets. Le musée Bell à Baddeck, d'où l'on aperçoit la maison de Bell, réunit une collection de ses nombreuses inventions. Un projet pilote pourrait exaucer le rêve inachevé de Bell. Lors des visites guidées, on distribue de petits récepteurs aux malentendants. Les explications du guide sont captées par un micro, puis transmises par ondes radio au récepteur. Ceux-ci transcrivent les paroles du guide en texte, qui s'affichent instantanément sur un petit écran. Les malentendants peuvent même choisir leur langue. Bell est entré dans l'histoire comme l'inventeur du téléphone. Une reconnaissance qui, de son vivant, ne signifia pas grand-chose pour lui. Ces appareils rudimentaires ont permis l'émergence d'un réseau mondial de télécommunications qui permet de transmettre des sons, des mots et des images dans les moindres recoins de notre planète en quelques millisecondes. Aujourd'hui, il y a bien plus de téléphones que d'humains. Ils incarnent la vision de Bell qui prônait une meilleure compréhension entre les hommes. Dans un instant, retour sur une invention qui fit décoller l'aviation civile en 1929. Le premier gros porteur destiné au transport de passagers.